Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter quelques résultats sur l'effet d'un traitement micro-ondes sur les ressources nutritives et microbiologiques d'un sol prairial, traitement qui est utilisé en fait pour contrôler le développement d'espèces végétales invasives. Donc, ces résultats font partie du projet PARIS pour processus accéléré de réduction d'espèces invasives, qui vise donc à créer et à valider un prototype de process complet de réduction de population de plantes invasives via l'utilisation d'un micro-ondes environnemental. Donc, c'est un projet en partenariat avec des privés comme GECO, CEREM, NGE, EDF et 3 laboratoires de recherche, l'IMBE, la Tour du Valat et le LSTM. Je vous ai mis ici quelques photos des espèces qui sont ciblées, donc l'ambroisie, la jussie et la renouée du Japon. Donc, les micro-ondes sont des rayonnements non ionisants qui ont été décrits dans la littérature pour neutraliser des espèces végétales invasives et de cibler plus particulièrement la graine qui va représenter l'organe le plus résistant de la plante. L'action se fait en fait en chauffant les molécules d'eau qui sont présentes dans l'échantillon. Donc, il existe d'autres méthodes de traitement thermique. Donc, je vous ai mis ici quelques exemples avec les avantages et les inconvénients. Donc, l'avantage des micro-ondes, c'est que l'action va se faire plus à l'intérieur dans l'échantillon, contrairement aux autres méthodes où c'est seulement la surface qui va être stérilisée. Le désavantage de ces méthodes thermiques, et plus particulièrement des micro-ondes, c'est que dans un sol, le traitement ne va pas se limiter uniquement aux espèces invasives, mais peut aussi modifier d'autres matériaux biologiques, ce qui peut à terme altérer la qualité biologique et agronomique des sols. Donc, c'est à ce niveau-là que le LSTM à Montpellier est impliqué. L'objectif est d'étudier l'effet du traitement micro-ondes sur les propriétés du sol et de suivre et ou concevoir sa restauration dans l'environnement par ingénierie écologique. Donc, l'objectif est de dynamiser une végétation qui soit durable et résistante afin de freiner une recolonisation potentielle par des plantes invasives. Donc, dans le projet PARIS, il y a un prototype de terrain qui a été construit qui permet donc de traiter de grands volumes de matériaux à proximité des parcelles envahies. Donc, l'idée, c'est d'escaver la surface du sol qui contient les espèces invasives, de traiter ça dans un micro-ondes. Donc, ici, je ne peux pas vous présenter le prototype de terrain pour des raisons de confidentialité, mais vous avez ici un micro-ondes industriel qui provient de chez la société CEREM, sur lequel nous, on a fait nos essais en laboratoire, qui est un micro-ondes utilisé pour la stérilisation en agroalimentaire. Et c'est sur cette machine-là que le prototype a été construit. Donc, après traitement, l'idée est de réintroduire le sol dans son environnement et de le restaurer par ingénierie écologique. Donc, les conditions de traitement ont été choisies d'après les travaux de nos collègues de la Tour du Valat et de l'IMBE, qui ont testé en fait différentes conditions de puissance et de temps sur la germination de graines de plantes invasives qu'ils ont au préalable introduites dans un sol. Donc, de ce papier-là, on a choisi 2 conditions ici en bleu qui montraient 50% d'efficacité sur le taux de germination des graines et 2 conditions ici en rouge qui montraient 100% d'efficacité, c'est-à-dire qu'on a une inhibition complète de la germination des graines. Puis, on a introduit aussi un témoin non traité pour pouvoir comparer nos résultats. Donc, le sol qu'on a choisi, c'est un sol de prairie qui provient de l'Audun-l'Ardoise dans le Gard, qui est issu d'une parcelle expérimentale qui est située entre 2 cours d'eau, la Tave et la Cèze. Donc, c'est un sol qui est plutôt sableux, à pH alcalin, et on a travaillé autour des 8% d'humidité. Donc, c'est le même sol sur lequel nos collègues ont travaillé. C'est un sol un peu témoin, à la base, qui ne contient pas de plantes invasives. Donc, concrètement, une fois le sol récupéré, il a été réparti dans des sacs en plastique avant le traitement. Donc, on a fait 4 répétitions par condition de traitement. Donc, les petits sacs ici de 500 grammes ont été introduits dans des sacs plus grands qui contiennent aussi du sol. Donc, ça, c'était pour limiter un effet bordure qui a été décrit par nos collègues. Et donc ensuite, après les différents traitements, les sacs d'analyse ont été récupérés et on a mesuré une série d'indicateurs de la qualité des sols. En parallèle, on a contrôlé le taux d'humidité avant et après traitement, de manière à vérifier que le traitement n'asséchait pas trop notre sol.
pour valider nos conditions de traitement, on a aussi mesuré la température avant et après le traitement. Et on a aussi mesuré donc, le taux de germination de graines de fétuc, qui est une graminée, qu'on a donc des graines qu'on a au préalable introduites dans nos sacs d'analyse, dans des petits sachets. Donc, les indicateurs qu'on a mesurés sont les suivants. Une série de paramètres physico-chimiques, comme le taux d'humidité, le dosage aussi d'éléments nutritifs, donc carbone, azote, phosphore, totaux et solubles. L'idée était de nous donner une indication sur les éléments minéraux qui étaient potentiellement libérés après le traitement. On a aussi mesuré des paramètres biologiques, comme une activité enzymatique par hydrolyse de la fluorésine diacétate, qui est une activité qui est classiquement étudiée dans des sols pour avoir une idée de l'activité biologique totale. On a aussi regardé l'abondance et la diversité microbienne et faunique en ciblant donc bactéries, champignons et nématodes, ainsi que le développement végétal sur ces sols traités. L'idée était de nous donner des indications sur l'activité, la biomasse et la diversité biologique. Donc ces paramètres ont été mesurés donc indépendamment, et puis on a aussi regardé les relations donc entre eux. Donc tout d'abord, la température mesurée dans le sol donc après le traitement. Pour les deux conditions donc inefficaces, on est autour des 50-60 degrés, alors que pour les deux traitements efficaces, on est à plus de 80 degrés. 80 degrés, ça correspond à des températures décrites dans la littérature pour être efficace pour la stérilisation de graines. Concernant la germination des graines de fétuc, donc pour les deux traitements inefficaces, on a encore 50% de germination, alors que pour les deux traitements efficaces, on a une inhibition complète. Ce qui était assez rigolo, c'est qu'on avait le centre des graines qui était noirci, comme si elles avaient brûlé. Donc là, on est vraiment dans des conditions similaires avec ce qui a été obtenu par nos collègues. Maintenant, si on regarde l'impact des traitements donc, sur les ressources nutritives du sol, donc je vous ai mis ici la liste des paramètres qui ont été mesurés, et en marron, je vous ai mis ceux où on avait un impact significatif en comparaison avec un témoin non traité. Donc il y a l'azote total, le phosphore méthode Olsen, les nitrates, le carbone organique soluble et le phosphore soluble. Dans cette représentation, vous avez le pourcentage de changement par rapport au contrôle pour ces 5 paramètres. Donc en noir au centre à 0, on a le contrôle. En bleu, vous avez la réponse pour les deux traitements inefficaces et en rouge, la réponse pour les deux traitements efficaces. Donc ce qu'on peut voir, c'est que pour les deux traitements efficaces, ici en rouge, on a une libération du phosphore Olsen ainsi que du carbone organique dissous. Donc l'hypothèse, c'est que on a induit une mortalité cellulaire et une minéralisation de la matière organique dans le sol qui a pu libérer des composés organiques solubles qui étaient contenus dans la biomasse. De façon plus surprenante, ici en bleu, pour les traitements inefficaces, on a une libération de nitrates qu'on n'a pas du tout pour les traitements efficaces en rouge. Donc l'hypothèse, c'est qu'à des températures de 50-60 degrés, on a potentiellement activé la nitrification, alors qu'à des températures supérieures à 80 degrés, on l'a inhibée. Donc ça, c'est une hypothèse qui est tirée de ce papier. Concernant maintenant l'impact des traitements sur les ressources biologiques du sol, dans un premier temps, donc, on s'est intéressé aux nématodes, qui est un bon indicateur de la qualité des sols. Donc ça, c'est un travail qui a été fait par Elisol, donc qui est basé en fait sur la reconnaissance des pièces buccales du nématode, qui va renseigner sur sa fonction, s'il est bactérivore, fongivore, etc. Les résultats ont montré que pour les deux traitements efficaces, on a une chute très forte de l'abondance totale des nématodes libres. On se retrouve avec moins de 20 nématodes par échantillon. À partir de ces résultats, on peut en déduire une série d'indices nématologiques qui vont renseigner sur la structure, la stabilité du milieu, ainsi que la biodisponibilité des nutriments. Je vais vous présenter juste deux indices. Donc l'indice SI pour indice de structure, qui reflète la stabilité du milieu, et l'indice EI pour indice d'enrichissement, qui indique donc la dynamique des nutriments. Donc notre sol témoin ici non traité se trouve dans la catégorie des sols matures, des sols fertiles, donc un sol qui est en bonne santé. Et après traitement micro-ondes, on se retrouve donc dans la catégorie des sols dégradés, pauvres, qui sont finalement en mauvaise santé. Ensuite, on s'est intéressé donc à d'autres paramètres biologiques, comme la biomasse microbienne par la méthode de chloroforme fumigation,
la densité aussi des bactéries cultivables, ainsi que de groupes plus spécifiques comme les pseudomonas fluorescents, et puis donc l'activité enzymatique par hydrolyse de la fluorésine diacétate. Même représentation que précédemment. Donc on se rend compte ici qu'on a une chute drastique de la biomasse microbienne, ainsi que de l'activité enzymatique, qui est complètement corrélée avec la température atteinte après le traitement. Au niveau des cultivables, on a aussi une réduction ici partielle de la densité des bactéries, donc cultivables totales, qui est significative mais qui est assez partielle, et un peu plus forte pour des populations de pseudomonas fluorescents. Donc ce résultat est assez intéressant. Il nous montre que finalement, dans le sol, on n'a pas tout tué et qu'il y a la résilience qui est possible après le traitement. On s'est intéressé aussi à des paramètres moléculaires, comme la biomasse moléculaire du sol, qui est en fait le contenu en ADN total dans le sol, alors plutôt ADN microbien. On a aussi regardé l'abondance de bactéries totales par qPCR ciblée donc sur l'ADN ribosomal 16S. La même chose pour les champignons, donc basés sur le 18S. Et puis on a aussi réalisé des analyses de structure des communautés bactériennes. Donc les résultats montrent qu'on a une chute assez forte de la biomasse moléculaire du sol, qui est autour des 50-60%, et qui est comparable avec la biomasse microbienne qui a été mesurée par chloroforme fumigation. Au niveau du 16S et du 18S, on a un impact qui est plus fort sur le 18S, alors que sur le 16S, finalement, on n'a eu aucun impact. Donc, ce qui nous amène à penser qu'on a plutôt une modification des communautés bactériennes. Au niveau des indices de diversité, donc notamment pour le Shannon, on a donc une baisse de la diversité pour dans les sols traités au micro-ondes. Donc justement, on a réalisé donc un séquençage au débit donc sur le 16S, donc par MySeq, donc ça a été fait par la plateforme Genotool. Donc ici, vous avez présenté l'abondance relative selon le phylum, donc pour le contrôle et pour les sols traités au micro-ondes. Donc les R, c'est les différentes répétitions qui ont été effectuées. Donc au niveau du phylum, on voit qu'on a une dominance de bactéries type Firmicutes, qui sont connues pour être thermotolérantes, même une explosion de ce groupe bactérien. Et à l'inverse, on a une réduction de bactéries type Proteobacteria, qui sont classiquement retrouvées dans un sol. Alors c'est le cas aussi, j'ai mis ici les petites étoiles, d'autres groupes, comme les Planctomycètes, Gemmatimonadetes, etc., qui sont réduits. Donc au niveau donc les sols traités ont été récupérés et on a fait pousser donc une luzerne, Medicago trincatula, et on a analysé donc les paramètres de croissance et de nodulation sur ces sols traités. Donc on a regardé le nombre de nodosités, le contenu en chlorophylle, ainsi que les biomasses, parties aériennes et racinaires. Ce qu'on voit dans un premier temps, c'est que finalement, on n'a pas d'impact délétère des sols traités sur la croissance de la luzerne. Ce qui veut dire qu'on n'a pas d'effet phytotoxique, et ou bien on a aussi réduit les phytoparasites qui étaient initialement présents dans le sol. L'exception est faite pour le taux de nodulation ici, pour les traitements efficaces, pour lesquels on a une réduction de la nodulation, alors qu'on a des plantes qui ont des biomasses correctes, enfin comparables avec le témoin. Donc l'hypothèse, c'est qu'on a peut-être libéré suffisamment d'azote pour que la plante n'entre pas en symbiose avec ces bactéries fixatrices d'azote pour fixer l'azote atmosphérique, et où on a aussi réduit les populations de rhizobium qui étaient présentes dans le sol. Donc pour aller plus loin dans ce travail, on voudrait étudier donc vraiment le potentiel symbiotique de cette légumineuse en conditions donc traitées au micro-ondes, en ciblant donc les rhizobiums pour la fixation biologique de l'azote, mais aussi les mycorhizes pour la solubilisation du phosphore. Donc l'ensemble de ces résultats ont été analysés en ACP. Donc ici, dans ce premier graphe, on voit la répartition donc, des échantillons selon le traitement. Et dans l'autre, vous avez donc les variables. On voit que les traitements micro-ondes sont majoritairement expliqués par la température. Et on a une très bonne corrélation de la température avec l'ensemble des paramètres biologiques qui ont été mesurés. Donc ensuite, je voulais vous présenter une deuxième manip qu'on a réalisée au labo. Donc on a voulu étudier cette fois-ci la résilience du sol après le traitement. Donc on a réalisé la même expérimentation que précédemment. On a par contre ciblé uniquement les deux conditions qui étaient efficaces, où on n'avait pas de germination de graines de plantes invasives. Et donc après traitement,
on a incubé ces sols dans des conditions de croissance microbienne favorables. Hein. Donc, on s'est mis à 15% d'humidité et on a incubé à 28 degrés. Et donc, on a suivi la résilience du sol après le traitement, donc sur 26 jours, en mesurant donc les indicateurs biologiques que je vous ai précédemment montrés. Donc ici, vous avez donc, pour l'activité enzymatique et la densité des bactéries cultivables, donc, vous avez la cinétique au cours du temps, hein, donc en rouge toujours pour les traitements efficaces et en noir le contrôle non traité. Donc pour ces deux paramètres, par exemple, on voit à 26 jours qu'on a une résilience pour ces deux paramètres-là. Alors ce n'est pas le cas pour tous les paramètres. Par exemple, pour la biomasse moléculaire du sol ou pour l'abondance des nématodes, à 26 jours, on n'a aucune résilience du sol. Au niveau des communautés bactériennes, donc même représentation que tout à l'heure, on peut voir ici qu'on a un début de résilience du sol au cours du temps. Donc ici, donc pour les traitements, pour les sols traités au micro-ondes, avec donc une réduction des bactéries firmicutes qui reste quand même à un niveau supérieur par rapport donc ici au contrôle, et une réaugmentation donc des bactéries de type Proteobacteria, qui se retrouvent à des niveaux comparables au contrôle. C'est le cas aussi pour les Gemmatimonadetes et les planctomycètes. Donc en conclusion, on a pu montrer dans ce travail que les micro-ondes avaient un impact sur la germination de graines de plantes invasives, potentiellement qui pouvaient donc libérer des nutriments dans le sol, ce qui pourrait donc favoriser la croissance et la densité microbienne et aussi stimuler la croissance végétale. A l'inverse, on a un effet délétère donc sur la biomasse, l'activité, la composition microbienne et faunique, ce qui pourrait donc limiter la compétition entre les organismes, mais aussi pour la ressource, et donc favoriser la croissance microbienne et végétale. On a pu montrer qu'on avait un début de résilience du sol, hein, en tout cas jusqu'à 26 jours. Au niveau plantes, finalement, on n'a pas l'air de libérer des composés phytotoxiques. On réduit aussi potentiellement les phytoparasites qui étaient présents dans le sol, ce qui peut donc, là aussi, améliorer, stimuler en tout cas la croissance microbienne et végétale. Donc, en cours, on a une autre expérimentation, donc un suivi de réhabilitation du sol traité. Donc là, on a utilisé le prototype de terrain. Donc, on a excavé une partie du sol qu'on a traité avec ce prototype. Et ensuite, on l'a réintroduit dans le sol. Et on est en train de suivre la réhabilitation de ce sol en installant donc une nouvelle couverture végétale inoculée à l'aide de microsymbiotes phytostimulateurs, donc rhizobium et mycorrhize. Donc l'objectif est de redynamiser en fait le sol pour le réhabiliter et freiner donc une recolonisation potentielle par des espèces invasives. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Géraldine. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui, bonjour, Élie Lequemener de l'INRA à Narbonne. Une question, c'était plus par curiosité, est-ce que vous savez comment c'est l'homogénéité du traitement, comment dans votre échantillon, comment la montée en température, est-ce qu'elle est très hétérogène dans les échantillons de sol ou est-ce que c'est homogène la façon dont ça chauffe? Alors, en fait, non, c'est hétérogène. C'est-à-dire que les bordures sont plus froides que l'intérieur. Donc, je crois que j'ai mis une petite diapo après. Ah non, on ne voit plus. Non, si on peut afficher... Bon, c'est pas grave. En fait, on se rend compte que la périphérie est plus froide. C'est pour ça qu'on a mis nos sacs d'analyse dans des sacs plus grands qui contenaient aussi du sol de manière à recréer une bordure et donc finalement voilà, éviter cette différence de température. Et après, dans nos sacs d'analyse de 500 grammes de sol, on a mesuré à plusieurs endroits et là, on avait une température qui était homogène. Et la température que vous mesurez, là, c'est à la sortie du... Oui, directement à la sortie du traitement, oui.
Donc, mais vous ne savez pas à quelle température ça monte pendant le traitement? Ou c'est à peu près représentatif? Non, là dans le micro-ondes, il n'y avait pas de sonde. Maintenant, voilà, dès qu'ils sont sortis, on a planté le thermomètre, donc on s'approche en tout cas de la température atteinte à l'intérieur, quoi. Et là, on voit quand même le décalage qu'on a justement entre le centre et la périphérie. Merci. Oui. En fait, ils ont donc nous ce qu'on a fait, ce que nos collègues ont fait aussi, c'est qu'ils ont mis des graines de plantes invasives. Donc nous, eux, ils ont utilisé les plantes invasives. Bon, nous, on ne travaille pas sur ça, donc on a mis des graines d'autres plantes dans des petits sachets qu'on a introduits à l'intérieur de nos sacs d'analyse de 500 grammes. Donc ils sont passés aussi au micro-ondes. Et donc après, on les a récupérés et on les a mis à germer donc dans de l'eau gélosée ou voilà. Et donc on a tout simplement compté là où on avait de la germination et on a fait ça à peu près presque sur un mois. Et donc c'est vrai que pour les traitements efficaces, on n'a eu vraiment aucune germination. Donc on a fait ça bien sûr en faisant plusieurs répétitions de manière à bien consolider le résultat. Géraldine, j'ai peut-être une petite question. Donc tu as fait tout ce travail sur un sol sableux. Et d'après toi, est-ce que tu aurais obtenu les mêmes résultats sur un sol argileux ou en termes de, par exemple, libération de nutriments? Non, je pense qu'on aurait potentiellement eu une différence. Alors c'est vrai que dans la bibliographie, notamment l'impact des micro-ondes, donc la montée en température, tout ça, ça dépend vraiment des caractéristiques du sol. Donc c'est sûr que si on est sur un sol sableux ou un sol qui a une autre structure, on n'aura pas forcément le même résultat. Enfin, en tout cas, c'est décrit... Ça, c'est décrit même le taux d'humidité. Donc là, c'est pour ça qu'on a voulu comparer quelque part nos résultats avec ce qui avait déjà été fait par nos collègues. Donc on a essayé de s'approcher au maximum des conditions qu'eux, ils avaient choisies. Mais ils ont testé, par exemple, l'humidité. Ils ont testé donc autour des 10% d'humidité, 15%, 20%. Et ils n'obtiennent pas la même montée en température, quoi. Donc on peut s'attendre au niveau ressources nutritives et microbiologiques des différences à ce niveau-là. Il y a d'autres questions? Moi, j'avais une question encore, Géraldine. Du coup, tu as présenté des résultats au niveau de la structure de la diversité, au niveau des phylums. Est-ce que, du coup, on a envie d'en savoir un peu plus? Ça nous a un peu interpellé tout ça. Donc, est-ce que du coup, tu as pu avoir le temps de faire quelques analyses en fait, de la structure au niveau famille ou au niveau genre? Est-ce qu'on a des survivants? Oui. Donc, alors en fait, c'est vrai que c'est les firmicutes qui dominent dans ces sols et c'est plutôt les bacilli qu'on va retrouver. Donc après, bon, j'ai réussi à descendre un peu plus. Donc il y a les pénibacilliacées qui sont impactés, qui sont abondants. Et après, dans ceux qui sont réduits, donc c'est les protobactéries, on a les gamma, bêta, je crois que je les présente là. Par exemple, le pseudomonas qu'on a perdu en cultivabilité, on ne le retrouve pas non plus dans nos sols traités, quoi. Alors qu'il est dans notre témoin, il est détecté dans notre témoin non traité. Ouais. Voilà, donc... Et pour poursuivre sur cette question, lorsqu'il y a, dans ta manip de résilience, on voit une réémergence des protéos, et c'est quel genre ou quelle famille qui réémerge? Les protéos, alors attendez, je vais remettre... C'était l'autre. Alors, c'est les alpha, delta et gamma, voilà, qui réaugmentent en fait. Pardon? Alors les rhizobiacées, on les détecte pas en résilience. Et c'est vrai que sur le pseudomonas, pareil, au bout de 26 jours, on le récupère pas non plus. Donc voilà, ça colle. Après, il aurait fallu peut-être aller un peu plus loin dans la durée, dans la résilience. Mais en tout cas, à 26 jours, voilà, on voit qu'il y a un début de résilience, mais qui n'est pas complet, qui n'est pas complète.
Merci beaucoup. J'ai un petit message personnel à faire passer à Géraldine. Donc Géraldine finit son contrat demain, je crois. Oui. C'est ça, Géraldine. Voilà. Et du coup, elle s'installe sur Toulouse. Donc voilà, elle va se mettre activement à la recherche d'un nouveau poste. Donc n'hésitez pas à aller la solliciter, à discuter avec elle. Elle a passé quelques années au LBE, voilà, où elle a brillamment réussi. Donc nous la conseillons vivement. Voilà. Merci.